Bonsoir à tous, merci de votre confiance renouvelée à DBS Télévision. Bienvenue sur SOS Parents. Le harcèlement en milieu scolaire est un phénomène qui prend de l'ampleur. Le sujet qui tend à devenir une question de société est responsable de bien d'échecs scolaires. Les protagonistes se recrutent entre élèves et même enseignants. Comment endiguer ce fléau qui gangrène le milieu scolaire? On en parle en première partie de cette édition avec le concours de nos invités. Les hémorroïdes, le mal touche très souvent les enfants et même les adultes. Comment s'y prendre? Eh bien, de réponses dans notre rubrique mots d'enfants. Et puis, le cri de cœur ce soir est celui d'un parent désemparé face à sa fille qui entretient une relation amoureuse avec le fils de son mari. Le harcèlement en milieu scolaire a plusieurs facettes. Le phénomène qui a des tentacules solides prend ses racines dans le silence assourdissant qui l'entoure. Très peu débattu dans les établissements scolaires. Le sujet est presque tabou en famille. Qu'est-ce qui fait problème? On tente de décrypter avec monsieur Ile Ngumlap. Il est psychologue. Bonsoir. Bonsoir à DBS et bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Le harcèlement scolaire, qu'est-ce que ça vous parle? Effectivement que ça me parle déjà. Ça me parle déjà parce que avant d'être psychologue, on est aussi parent. Et lorsqu'on parle du harcèlement, on voit d'emblée la récréation. On voit d'emblée la cour de récréation en fait. Parce que c'est là où tout se joue, c'est là où tout se construit. Dans un environnement qu'il faut encore identifier, clarifier, mais tout se joue à ce niveau, à savoir quel est le mode d'accompagnement que l'établissement met en place pour réguler les rapports entre les élèves, entre les enseignants, entre le corps enseignant ou entre le corps administratif. Parce qu'on va dire ça de l'école, mais ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, il y a énormément de personnes qui interagissent à l'intérieur de cet ensemble qu'on appelle l'école. Le harcèlement sexuel est aux premières loges dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qui peut motiver cela? Le premier élément, c'est généralement lorsqu'on va parler du milieu scolaire et peut-être si on mettait plus les lycées et les collèges en avant, on pourrait évoquer l'élément de la puberté, qui est ce moment où justement les formes de la femme prennent de l'ampleur et le mâle regarde différemment la femme. C'est-à-dire le corps de la femme a une connotation différente et comment c'est régulé. Et pour comprendre comment c'est régulé, il faut revenir à la famille. Comment dans la famille, on parle de la sexualité. Comment est-ce qu'on parle des rapports sexuels? Comment on parle de la grossesse? Comment on parle est-ce que des menstrues, des règles? Ou alors comment on parle chez l'homme de la pilosité, du sperme et consorts? Comment on gère ça au sein de la famille? Parce que la famille est le cadre qui régule, qui pose, qui situe. Donc, si la famille, à travers les parents, qui sont censés être ceux qui coordonnent, qui encadrent, si eux ne posent pas les ingrédients qui sont nécessaires pour la suite, parce que l'école devient le relais de ce qui a été dit à la maison. Par exemple, à la maison, si on a construit une communication saine, ça veut dire, si on vient à touchement, alors on apprend à verbaliser, on apprend à dire qu'on a été touché. Si par exemple, un enseignant touche le mamelon, alors rentre à la maison ou déjà même à l'administration de l'école. On fait la part des choses. Ensuite, arrivé à la maison, on soumet ça aux parents. Ce qui va supposer que les parents ont construit un cadre sain, un cadre vivable, un cadre convivial où l'enfant se sent en sécurité. L'enfant se sent encadré, se sent apaisé pour pouvoir dire le malaise ou les frustrations qu'il subit dans des autres espaces que la société nous donne de vivre. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien? Oh, très bien, merci. C'est l'occasion de dire bonsoir à notre psychologue. Bienvenue une fois de plus. Merci à vous. Vous avez sillonné quelques établissements scolaires de la ville de Douala. Vous avez rencontré élèves et enseignants. C'est un reportage que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Selanet et Cyril Nantua. L'année scolaire 2020-2021 a manifestement démarré. Des milliers d'élèves vont s'abreuver à cette source de connaissances qu'est l'école.
Un idéal séculaire au regard des grands hommes et femmes qu'elle produit, ceux-là même qui marquent le cours de l'histoire. Mais il n'en demeure pas vrai que l'école, malgré ses valeurs, reste un terrain de vice, la discorde gravitant autour du sexe. Il n'est pas seulement ici question d'une relation à l'effet grisant entre deux adolescents scolarisés, mais d'un attelage mal assorti entre un encadreur avec son élève. Les faits ne sont malheureusement ni rares, ni plus loin que dans les lycées et collèges qui nous entourent. Oui, maintes fois, les professeurs ont eu à me faire la cour. Bon, la première fois, c'était quand je faisais la première année en première. Il n'était pas mon professeur, mais il est un professeur de l'établissement. J'étais une jeune fille innocente et l'un de mes professeurs a décidé de me faire la cour à cette période-là. Des modes de séduction sont à la fois légion, pour certains, directs. Il m'a fait sortir des cours pour me demander de venir dans son bureau. Quand je suis arrivée, il m'a dit qu'il aimerait que lui et moi on aille prendre un pot et tout. Je lui ai dit que je n'ai aucune affiliation avec lui pour pouvoir prendre un pot. Et pour d'autres, insidieuses. Il a commencé par me faire certaines avances. Il arrivait en classe. Il me faisait plier les manches de ses chemises. Certains de mes camarades ont remarqué cela, ils m'ont fait part de cela. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Pourquoi est-ce que ce professeur était devenu intéressé au point qu'il me faisait plier les manches de ses chemises? Innocente que j'étais, je n'ai pas été capable d'expliquer ce phénomène. Parce qu'ils ne doutent pas du caractère répréhensible de leur projet, les enseignants de cette espèce préparent la défense. Un beau jour, il m'a demandé que c'est le proviseur qui est en train de demander mon numéro de téléphone. J'ai donc remis le numéro de téléphone de ma mère. Et du coup, j'ai constaté, et ma mère m'a fait comprendre que c'est lui qui était en train de m'écrire. Là, il a eu à me dire que si je vais à dire quelque chose, ça sera sa parole contre la mienne et tout. Le refus expose des infortunés à des châtiments immérités. Les choix imposés aux victimes consistent à accepter ou à accepter. N'en déplaise à quiconque, dans la classe du harceleur, c'est le cours avec la cour et non le cours sans la cour. Il a commencé à me faire un cadeau. Quand il disait non, je me rapprochais vers les professeurs, le surveillant général pour qu'il puisse mettre fin, parler au professeur, pour qu'il puisse s'arrêter, parce que je ne connaissais pas dans quel domaine il voulait en venir. Mais le professeur continuait, persistait à me faire la cour. À un moment, j'ai commencé à sécher ses cours pour ne pas être perturbée. Combien sont-elles à pouvoir résister à une telle pression? La vérité est que nombreuses sont celles qui plient les chines. Oui, on m'a montré même d'autres élèves qui étaient en relation avec lui, malgré le fait qu'il était marié. Une entreprise pourtant sévèrement condamnée par la loi. Mais attention, la tendance inverse a bien des fois prévalu. Il est arrivé que l'élève, pour une raison ou une autre, jette son dévolu sur un enseignant. Le risque pour ces derniers de subir une délation est alors grande. Ces enfants sont parfois aussi subtils. Celui qui est rejeté sans être suivi peut tisser un certain nombre d'histoires pour mettre en sa faveur et au détriment de l'enseignant concerné. Ça, c'est une première figure. Celui qui est rejeté sans encadrement peut non seulement tisser l'histoire comme nous l'avons dit, mais de façon ouverte accuser d'avoir été harcelé. Attention donc à ajouter foi à toutes les accusations sur d'éventuels harcèlements. Le fléau, lui, sévit au pouvoir public, à la communauté éducative, aux élèves de prendre des mesures requises pour une éducation saine, construite sur des normes de moralité. Merci d'être avec nous. L'émission, c'est SOS Parents et c'est tous les mercredis à 21h sur cette antenne. Colin Becatal, nous venons de suivre votre reportage. Vous avez interviewé plusieurs acteurs, élèves et enseignants. Est-ce qu'ils étaient enclins à s'exprimer sur le sujet? Oui, dans un premier temps, lorsque je suis arrivé à cet établissement, je me suis renseigné naturellement aux administrateurs. C'est avec leur approbation et leur soutien que nous avons ciblé les classes de première et terminale. Le problème, lorsqu'il a été posé, j'ai discerné, n'est-ce pas, des visages, des sourires, l'expression de visage de certains indiquait
qu'elles ont une histoire, mais qu'elles hésitent, n'est-ce pas, à dire. Il y a néanmoins, à ma grande surprise, peut-être à l'approche de la récréation, 2 personnes qui se sont manifestées et par la suite beaucoup d'autres. Voilà. Il revenait compte tenu du timing du reportage, n'est-ce pas, de trier sur le volet. Ça veut dire que c'est un véritable problème. C'est une réalité dans des lycées, collèges et même à l'éducation de base. Je n'ai pas eu trop de la peine à les trouver, contrairement à ce que je craignais, mais elles étaient nombreuses. Bon, ce que je relève aussi en même temps, c'est que s'il y en a qui sont complices, c'est le cas de celles qui souriaient sans toutefois se prononcer, il y en a qui sont de véritables victimes et qui veulent s'exprimer. C'était le cas de ces 2, d'ailleurs. Colin Bekatal, à votre avis, pourquoi le phénomène a autant la peau dure? Eh bien, le psychologue, n'est-ce pas, qui est davantage rompu à ce détail, pourra mieux nous expliquer. Mais à la lumière de mon interprétation, la question est physiologique. On est en train de parler sur une question d'appétit sexuel, une question d'ego, qui existeront aussi longtemps que des êtres humains vivront. Parce qu'on sait que dans une question d'harcèlement, un enseignant, il va parce que il veut assouvir un appétit sexuel d'une part, mais d'autre part aussi parce que il veut rassurer son ego, se dire c'est joli si j'ai pu l'avoir. C'est des choses qui sont inhérentes à la nature humaine. À cela maintenant vient se greffer la moralité qui s'effrite avec la grande contribution des médias, des jeunes, des enfants, parce qu'ils ne sont pas innocents. Il y en a qui sont des complices, qui sont même qui sont même ceux qui provoquent. Le professeur, voilà, les prédatrices, le professeur l'a dit. Il y a, n'est-ce pas, l'influence de ces médias qui présentent l'immoralité sexuelle sous un jour favorable. On trouve que c'est normal d'avoir des rapports sexuels. Et puis, comme nous sommes dans un cadre scolaire, il y a aussi le fait de la paresse. Voilà. Donc, c'est un capital pour des filles qui leur permettent d'avoir des notes ou bien d'échapper, d'être dispensées de certaines restrictions, de certaines et ainsi de suite. Aussi longtemps qu'il y aura ce genre de choses, ce genre d'attitude, de mentalité, je pense que il y aura toujours aussi ce phénomène de jeu de sexe qui frise malheureusement ou bien qui aboutit au harcèlement au détriment, dans la plupart des cas, des élèves, mais dans bien de fois aussi des enseignants. Merci Colin Bekatal. Au plaisir. Au plaisir. Vous recevoir une fois de plus la semaine prochaine. Oui, nous y serons. Monsieur Goumla, vous avez suivi le reportage. Quelle est votre réaction? Vous avez suivi les témoignages de ces jeunes filles, aussi du professeur. Comment est-ce que vous réagissez à tout cela? Il faut avouer que d'emblée, ça a fait un peu froid dans le dos. Ça a fait froid dans le dos parce que ça met un peu en mal l'éducation de beaucoup de personnes. Peut-être qu'elles n'ont pas directement dit, mais on est en droit de craindre la perte d'intérêt au niveau de leurs études. Or, de manière stratifiée, on va dire, perte d'études suppose mauvaise note, suppose non-obtention d'un diplôme et suppose, dans le cadre professionnel, la difficulté d'accéder à un emploi de qualité. Maintenant, si on dit perte d'intérêt pour les études, ce sera intérêt pourquoi? Vers quoi est-ce qu'on va trouver de l'intérêt pour s'investir? De deux, il y aura maintenant comment est-ce que la jeune fille va percevoir le mal, va percevoir l'homme. L'homme sera-t-il perçu comme un prédateur? Ou alors, on va percevoir l'homme comme quelque chose qu'il faut détruire à travers, malheureusement, l'acte d'un individu. Un individu, mais qui, à travers son acte, brise une société dans sa construction. Mais plus que cela, c'est aussi un peu, le reporter l'a très bien mis en avant, il y a cet effritement au niveau de notre morale, au niveau de nos mœurs. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que ça nous fait plutôt rire, ça nous amuse, c'est même d'une banalité. En fait, nos mœurs semblent tellement banalisées que ceux et celles qui ont envie de se donner un code moral, une éthique, ben on les demande s'ils vivent sur cette terre. Que monsieur, c'est pas cette terre-là qui vous mérite. Vous méritez d'aller vivre ailleurs. Ailleurs, c'est où je ne sais pas si sur cette terre,
il y a un ailleurs où les humains, les hommes que nous sommes, ou les femmes que nous sommes, puissent vivre. Donc, le reportage a su capturer, en fait, justement, cette situation-là du harcèlement, des actes a priori banals qui sont posés, mais dont parfois on ne perçoit pas, en fait, la destruction qui est sous-jacente à cela. Monsieur Goulab, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui motive ces genres de comportement en milieu scolaire, que ce soit de la part des élèves ou même des enseignants? Il y a d'abord la première question, c'est comment l'instance qui est censée réguler agit déjà. Lorsqu'on va dire l'instance, on va d'abord voir les parents. C'est la première instance, la famille. Le mot, c'est on dit les parents parce que ce sont eux qu'on voit directement, mais en fait, c'est surtout la famille. La famille, ça peut être l'oncle. La famille, ça peut être la tante, ça peut être le cousin, ça peut être le frère, ça peut être la mère, le père, ainsi de suite. Mais comment la famille régule au niveau... Est-ce qu'on en parle même en famille, monsieur Goulab? On a quand même l'impression que c'est un sujet un peu tabou. Les parents, est-ce qu'ils en parlent même en famille avec leurs enfants? Il est difficile, en fait. Il a fallu faire psychologie pour être un peu plus tempéré dans mon propos. Il est un peu difficile pour nos parents ou pour nos grands-parents de parler de sexualité. Parce que malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, c'était régulé et ce n'était pas quelque chose qui était nommé, verbalisé. On ne verbalisait pas autour de la sexualité, autour du sexe. C'était connu et on n'en parlait pas des codes qui étaient entendus à une classe d'âge. En fait, il y avait des rites de passage qui permettaient que une caste précise savait de quoi il s'agit. Donc, à partir d'un certain âge, la personne entre dans une caste et c'est cette caste-là qui l'enseigne ce modèle-là. Et lorsqu'elle sort de cette caste, elle sait de quoi il s'agit. Mais on ne verbalise pas, on ne dit pas « Est-ce que tu sais comment ça se passe ?» On ne dit pas à la communauté. Mais la caste enseigne la personne. Or, malheureusement, nous, avec la soi-disant modernité, il n'y a plus cette transition. Il n'y a plus ces cultes, ces rituels qui permettaient cette transition et apportaient et donnaient justement à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, ces moyens-là pour justement savoir faire face à un certain type de situation. Donc, notre anthropologie est en mal. Et comme notre anthropologie est en mal, alors on a du mal à la réguler. Et comme on a du mal à la clarifier, ça ouvre des brèches pour le premier venu, pour le premier pervers, pour la première personne mal intentionnée, à trouver des fissures pour s'y installer. Maintenant, autour de la sexualité, il savait que lorsque des hommes et des femmes sont dans un cadre, forcément l'aspect sexuel sera mis en avant. Mais maintenant, comment c'est régulé? Même si elle est mise en avant, il y a quand même une manière de réguler. C'est un peu comme une entreprise. Il faut réguler pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut, comme il entend. Malheureusement, et c'est vrai que je vais passer la parole, mais c'est un peu pour dire l'école, la famille a un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer, et l'État, à travers ses démembrements, a aussi un rôle à jouer. Même notamment, on peut évoquer les commissariats qui, dans un autre cadre, il y a une histoire qui est un peu en lien avec cet aspect du harcèlement, où lorsque la personne va soumettre sa plainte, ce sont des rires. On en rit. Ben, tu es une femme, non? Tu te plains de quoi? Donc, on voit un peu comment, lorsqu'il y a ce genre de situation que la personne a eu à vivre, il y a de quoi on a du mal à faire confiance, en fait. Et à s'exprimer et à rompre le silence. Ouais. On va en parler tout au long de cette émission. Notre deuxième invitée, elle nous a rejoint, le professeur Marie-Modestine Kana. Bonsoir. Bonsoir, Adi. Vous êtes enseignante et chercheur. Vous revenez d'un long voyage. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Quel est votre regard, professeur? Quel est le regard que vous portez sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Bon, en fait, c'est une crise. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est une crise et ça montre en fait une défaillance du système, une carence de moralité. Ce n'est pas quelque chose à encourager ou bien à envisager ou même à négliger. Et moi, j'envisage ça comme une défaillance, comme une carence de moralité et puis comme un laisser-aller. C'est un laisser-aller parce que
si les fautes sont réprimées, ça va un peu donner des leçons aux gens. C'est parce que les personnes qui font cet exercice ne sont pas réprimées et puis ils recommencent, et puis ils recommencent, et puis ils sont libres. Ils ont la complicité parfois de leurs responsables dans les établissements. Ou bien comme mon copain l'a dit, on en rit. Moi, j'en ris pas parce que c'est une catastrophe. J'expliquerai pourquoi je dis c'est une catastrophe, parce que le sexe, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un jeu. En fait, le sexe a été créé par Dieu lui-même pour être consommé rien que dans un cadre de mariage. Et hors du cadre de mariage, que ce soit même que les deux personnes consentent, c'est un problème sérieux. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel, c'est une alliance qui se tisse entre deux personnes. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, quand on viole une femme, c'est quelle alliance qu'on établit? Quand on viole un enfant, qu'est-ce qu'on recherche? Et puis, dans la vie, c'est-à-dire que toute la vie de la personne va être complètement brisée. Parce qu'on peut en rire, mais on peut en rire parce que ça ne se passe pas avec nous. Mais professeur, est-ce qu'on n'a pas un peu le laxisme des parents? Quand on passe, il y a aussi des élèves qui harcèlent les professeurs, qui ajustent les tenues pour faire voir les formes. Les parents regardent et puis ils ne disent rien. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a la légèreté des parents. Parfois, les parents ne comprennent pas aussi, parce que moi, je dis, dans le comportement des enfants, il y a une chose, soit que le parent est conscient. Moi, en tant qu'enseignante, quand je suis dans ma salle, ce que je fais, parfois, ils m'appellent, ils me donnent beaucoup de noms par rapport à ma façon de leur adresser, parce que j'ai une conscience que certains parents voudraient même redresser leur enfant, voudraient éduquer leur enfant, mais parfois, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant. Ils ne comprennent même pas bien la société. Ils ne comprennent même pas la signification des choses. Donc parfois aussi, le parent peut être laxiste, ou bien il peut être ignorant, ou bien il peut ne même pas souvent être là. Parce que parfois ces filles qui ajustent les tenues, est-ce qu'elles vivent en famille? Est-ce qu'elles vivent dans d'autres familles? Est-ce qu'elles quittent même la maison avec cette tenue ajustée? Il y a plein de cas de situation parce que les enfants d'aujourd'hui sont révisés. L'enfant peut bien ajuster sa tenue, mais ne met jamais cette tenue ajustée pour quitter de la maison. Elle a toujours peut-être parfois un détour, elle va aller changer. Comme par exemple les filles qui marchent presque nues avec les DVD, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Parfois, elles ne quittent pas la maison avec ça. Elles peuvent quitter avec un cabas, elles peuvent quitter même avec un grand polo qu'elle a jeté, ou bien quelque chose. Puis, arriver quelque part, elle est métamorphosée. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on reprenne l'éducation morale et qu'on parle de la morale aux enfants, parce qu'en fait, ça part parfois d'une légèreté. Et puis, c'est parti comme ça. Parce que même si on t'a violé, est-ce que tu as crié? Si tu sais, si on t'a enseigné, si les parents t'ont dit que si un homme t'aborde, et si un homme peut-être essaie de te pénétrer, tu cries. À moins que lui, il a le couteau, ou bien il t'a attaché. Ou bien même si tu quittes de là, est-ce que tu as crié au scandale? Est-ce que tu as crié? Il faut que les enfants aussi soient éduqués à faire face, ou bien même à se plaindre, ou bien à faire savoir le problème qu'ils sont en train d'avoir, soit en famille, soit à l'école, soit au voisinage, soit dans le quartier, parce que même le harcèlement, ça peut se faire à la boutique, ça peut se faire dans la famille, ça peut se faire par les membres de famille, ça peut se faire même dans les niveaux où on ne peut pas imaginer. Mais il faut simplement que l'enfant soit éduqué à comprendre que c'est quelque chose de mauvais. Et puis que les parents s'en rendent compte, parce que si tu as un enfant qui est violé, je pense que dans tous les cas, si tu es attentif, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Monsieur Goumla, quel est le profil des enfants qui sont les plus exposés au harcèlement scolaire? Est-ce qu'il y a un profil? Disons tout simplement qu'il y a des attitudes qui reviennent le plus souvent. Mais dire que c'est un profil, c'est un peu prétentieux. En fait, c'est trop dit. Il n'y a pas un profil carré, arrêté, qui disent que voilà le profil. Si on voit ça, alors. Le plus souvent,
c'est surtout, en fait, généralement l'accoutrement, en fait. L'accoutrement de sa nudité, lorsqu'on expose sa nudité, en fait. C'est vrai que généralement, on aime bien plus se parler de la jeune fille vis-à-vis de l'enseignant qui, voilà, c'est plus la figure qu'on voit le plus souvent apparaître. Donc, il y a soit c'est l'accoutrement, parce que même quand j'étais sur les bancs, ce n'était pas assez de l'accoutrement, mais c'était aussi l'accoutrement, mais plutôt d'un jeune homme vis-à-vis de l'enseignante. En fait, c'est l'enseignante qui... était harcelée par un jeune homme. Oui, oui. Et il y avait deux cas de figure. C'était l'enseignante qui harcelait, après c'est aussi un jeune homme qui harcelait l'enseignante. Donc, en fait, généralement, il y a l'élément puberté qu'il faut prendre en compte. Comment on éduque, en fait, ça tourne autour de l'éducation sexuelle, ou de l'éducation à la sexualité. Il y a la puberté avec les manifestations et ce que ça apporte au niveau de l'homme, au niveau de la femme. Il faut aussi, c'est une période de transition qu'il faut encadrer, réguler, faire comprendre à l'enfant ce que suppose cette période de transition qui est nécessaire pour le corps pour se développer. C'est nécessaire au corps pour sa maturation. Maintenant, il y a, on va envisager l'aspect de celle qui, le plus souvent, en fait, en gros, la sexualité doit être enseignée. C'est vrai qu'on a du mal à dire, voilà un profil, voilà ci, voilà ça. Lorsque un enfant est éduqué et encadré, est suivi, bon, j'aurais un peu du mal à répondre à cette question telle qu'elle. J'ai plutôt envie de rebondir sur un élément que madame a évoqué concernant les parents. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'il faut condamner les parents dans leurs difficultés à encadrer les enfants? C'est compliqué. De nos jours, il faut pouvoir subvenir à leurs besoins le plus financiers. Il faut sortir chercher de l'argent. C'est pas évident de sortir et de revenir, d'avoir suffisamment l'énergie pour s'asseoir encore, prendre les cahiers, vérifier, demander comment la journée a été. C'est pas évident. Mais il faut pourtant le faire. C'est pas évident dans notre contexte. Il y a des choses qu'on devrait faire, mais il y a la réalité. Maintenant, comment on ajuste? Parce qu'il faut aussi trop tirer sur des personnes qui ne sont pas outillées à répondre à un certain type de besoin. Et je crois que j'ai mis en avant antérieurement notre anthropologie qui pose problème. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous voyez, beaucoup de parents sont démunis. C'est quoi être parent aujourd'hui? C'est beaucoup de j'ai aussi mes enfants, je suis parent. Ça ne suffit pas d'avoir des enfants. Ça ne veut pas dire être parent. On peut avoir des enfants, mais comment on veille sur eux, comment on les encadre, comment on leur construit une vie, comment est-ce qu'on fait à ce qu'ils soient aptes à être autonomes, comment on les éduque à être autonomes, à savoir prendre soin d'eux, comment on les éduque, comment on les encadre, mais comment on veille sur eux. Monsieur Goublab, au-delà de tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'un enseignant devrait regarder son élève avec un autre regard que celui de l'encadreur, que celui du père qui veut mettre sur le droit chemin? À quel moment est-ce que ça dérape? Lorsque le fameux encadreur lui-même manque de confiance en lui, en fait. Il y a un gros problème de confiance, un gros problème d'estime. Comment lui-même il se perçoit? Est-ce qu'il se perçoit comme un encadreur, comme un éducateur, comme un formateur? Ou est-ce qu'il a été parachuté dans ce cadre-là et en fait, il usurpe en fait la fonction? Comment est-ce que lui-même il y est arrivé? S'il y est arrivé parce que c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui veut vraiment déposer son empreinte pour que la société soit mieux moulée, soit mieux encadrée, mieux orientée, alors à ce moment, on ne serait presque pas surpris qu'il n'y ait pas ce cas de figure qui apparaisse. Mais malheureusement, la crise économique créant des trous, créant des brèches, avec la crise économique, avec la corruption où c'est devenu presque banal, presque normal. Ah, tu n'as pas monnaie, pourquoi? Parce que tu es bête si tu ne monnaies pas. Donc, il y a ces ensembles d'éléments qui porositent, en fait, créent des brèches, des ouvertures où tout le monde se retrouve partout, en fait. La sélection, comment on sélectionne pour dire, voici ceux qui méritent. Est-ce que les concours pour devenir enseignant sont des concours qui suivent deux étapes, à savoir l'aspect de l'intellect, où on donne des données cognitives, et l'aspect maintenant de la morale, où est-ce qu'on se rassure que la personne vraiment, c'est une personne intègre pour veiller sur des enfants. On va dire, on n'a rien à foutre de la morale, ça ne rapporte pas de l'argent. Et malheureusement, on doit subir ce genre de conséquences au sein des établissements scolaires.
Et c'est une triste réalité. Je reviens à vous, professeur Modestine Kana. Est-ce que l'enseignant devrait... L'enfer, c'est les autres. Je reviens plutôt aux parents. Généralement, les parents pensent que l'enfer, c'est les autres. Ce sont les enfants des autres qui utilisent ci et ça pour avoir des notes. Est-ce que là, la faute n'est pas aussi aux parents? Tout à l'heure, même le reporter, lui, il a parlé d'une chose qui m'a semblé très importante, c'est-à-dire de la paresse. Parce qu'en fait, quel est le but du harcèlement? Qu'est-ce que le prof finit par raconter pour que l'enfant cède? Parce que si l'enfant a sa tête sur ses épaules et sait qu'elle peut réussir, outre mesure, elle peut résister, elle peut tenir ferme. Mais si l'enfant pense un tant soit peu que c'est cet harcèlement ou bien c'est cet acte qui va lui faciliter quelque chose, parce que je pense que quand on dit harcèlement, c'est pas comme s'il y avait le fusil, c'est les paroles, c'est des paroles qui pèsent au point où ta propre volonté ne peut plus suffire pour que tu prennes une décision. Donc, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qui lui fait finalement céder? Donc moi je pense qu'il y a aussi à la base, voilà, il y a à la base. Peut-être nous quand nous étions en cinquième, il y avait un prof d'anglais, peut-être son nom, je ne sais même pas s'il est vivant ou pas. Il disait, if you give me that thing, you will have 20 over 20. I will give you all the marks. Il disait ça aux enfants. Bon, mais ça, c'est peut-être pas... On ne voit pas directement le harcèlement, mais c'est le harcèlement. Mais si peut-être un enfant a peut-être des petites difficultés en anglais, et en tant qu'il aura 20 sur 20, il peut céder. Donc, moi, je dis à la base aussi, on peut soupçonner la paresse, on peut soupçonner l'ignorance. Parce qu'on vient à l'école pour apprendre. C'est naturel qu'on entre à l'école sans comprendre et puis qu'on finisse par comprendre parce que l'enseignant était facilitateur. Il est là pour te permettre d'accéder aux connaissances que tu n'as pas, de te faire comprendre les choses que tu ne peux pas comprendre quand tu es seul. Donc, c'est tout à fait naturel qu'étant en classe, un étudiant ou bien un élève puisse ne pas connaître quelque chose, mais que par les explications de l'enseignant, il comprenne. Mais si l'enseignant te fait croire que c'est peut-être à travers un rapport sexuel que tu vas comprendre, tu peux ne pas savoir. Si tu n'es pas bien éduqué, tu peux ne pas savoir. Tu peux croire que c'est même comme ça que ça se passe. L'enseignant peut même te dire que c'est ce qui se passe pour tous les autres qui sont passés avant toi. Donc, c'est un problème tellement difficile à gérer. Mais il faut donc que les enfants soient éduqués par des parents qui comprennent aussi comment évolue l'éducation. Bon, moi, j'étais avec une petite nièce. Et le parent voulait, l'enfant passe en CE1, et le papa voulait absolument le rétrograder en disant que bon, l'enfant au CE1, l'enfant ne sait pas lire, l'enfant. Moi, je lui ai dit, j'ai pris l'enfant, l'enfant connaît d'abord son alphabet, l'enfant connaît former les syllabes, et l'enfant connaît même écrire les mots par syllabe. Je lui ai dit, l'enfant n'a aucun problème. Le problème que cet enfant a, c'est un problème de suivi parce qu'il entre dans un niveau qui est un peu supérieur au niveau passé. Il a besoin juste de l'accompagnement. Ce n'est pas qu'il est faible. J'ai expliqué. Il me dit non, on a fait des cours de vacances. Moi-même, je lui ai dit non. Moi, pour revenir à notre sujet, professeur, en tant on est dans le sujet. Hein. Je vais te dire pourquoi on est toujours dans le sujet. On est dans le sujet parce que si l'enfant fait face à une nouvelle dimension d'étude, l'enseignant peut maintenant lui dire que comme tu ne comprends pas, je vais te faire passer. Alors que l'enfant peut bien comprendre, son rôle est là pour amener l'enfant à comprendre. Je suis dans le sujet, je ne suis pas sortie. Oui, professeur, merci. En fait, je voulais juste qu'on gagne un peu en temps. Ce n'était pas pour vous dire que vous étiez totalement à côté. D'après vous, en tant que parent, quelle est la solution pour enrayer ce phénomène? Bon, en tant que parent, je pense d'abord qu'il faut éduquer les enfants. L'éducation d'un enfant, c'est une communion, une collaboration entre l'école et la famille, parce que
de plus en plus, les parents abandonnent leur rôle pour le laisser à l'école. Et même certains répétiteurs, parfois, ce sont certains répétiteurs qui engrossent les filles à la maison. Donc, les parents abandonnent leur rôle, alors que c'est une communion, une collaboration, c'est-à-dire que c'est une symbiose entre la famille et l'école qui va éduquer un enfant. Qu'est-ce que tu as parlé à ton enfant? Si tu n'éduques pas l'enfant à la maison, l'enfant va écouter toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on parle d'éducation sexuelle. Tu dois parler à l'enfant, tu dois lui expliquer même son métabolisme, même son fonctionnement, de telle sorte que si peut-être en cours de route, l'enfant voit une goutte de sang, que l'enfant ne pose pas la question à tout le monde. Il faut que tu prépares l'enfant à savoir que comme tu es une femme, par exemple, il va arriver un moment que tu vas avoir des menstrues et ce sera normal parce que ça, tu vas lui expliquer que les hommes peuvent t'aborder, mais tu dois résister, tu dois opposer une résistance, tu dois savoir que tu as ta vie à mener et ils ont leur vie à mener. Parce qu'il y a certains enfants qui ne savent même pas qu'il faut résister, puisque quand le gars va venir, il va dire que c'est comme ça qu'on fait toujours. Certains citent même le verset biblique, ils disent que demandez et l'on vous donnera. Et puis il dit qu'on vous a donné gratuitement. Donc, il déforme même la parole de Dieu pour essayer de tromper les enfants. Donc, moi je dis, il faut éduquer les enfants, parler aux enfants, leur expliquer d'abord la sexualité et leur expliquer leur anatomie, si c'est un homme ou une femme. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a dit sur le plateau qu'il y a un problème de physiologie, il y a un problème peut-être, comment on appelle ça, la transition sexuelle des enfants. On appelle, dans l'adolescence, là. La puberté, là. Mais la puberté, ce n'est pas une période de libertinage. Les choses là vont lui arriver, mais il faut que l'enfant comprenne que c'est normal que ça lui arrive, mais qu'il n'est pas obligé d'aller coucher une femme si peut-être il est excité, ou bien s'il n'est pas obligé d'aller faire tout ce que tout le monde fait. On peut encore recadrer les enfants, on peut enseigner les enfants pour qu'ils comprennent que la puberté est une chose normale, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pendant cette puberté, parce que c'est pendant ce temps que beaucoup perdent leur vie. Parce qu'en fait, quand il y a un rapport sexuel entre deux personnes, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mélange qui se passe, tu peux prendre la sorcellerie de quelqu'un, tu peux prendre ce mauvais esprit, tu peux y laisser toute ta vie. Donc, il faut qu'on enseigne les enfants pour leur faire comprendre que l'affaire de sexe, ce n'est pas juste une affaire de plaisir, ou bien juste une affaire de sentiment, ou bien une affaire d'émotion, mais que c'est une vie qui est engagée. Donc, il faut un enseignement, il faut une restructuration au niveau des familles, et il faut que les parents comprennent d'abord pour transmettre. Parce que parfois aussi, les parents prennent ça à la légère, puisque nous n'avons pas vécu dans les mêmes conditions. Parfois, on ne comprend même pas. Aujourd'hui, la télé est là, le câble est là, les enfants sont là à minuit pour regarder même les scènes obscènes et peuvent chercher à reproduire les scènes, alors que les parents eux-mêmes, à l'âge là, ils ne faisaient pas et ils ne comprennent pas. Parfois, ils sont totalement en déphasage. Donc, les parents doivent contrôler ce que les enfants regardent. S'ils ont peut-être des téléphones, essayer de veiller à un certain nombre de choses. Et puis peut-être faire une sorte d'organisation en famille, à quelle heure on doit visionner, qu'est-ce qu'on doit visionner, et peut-être les jours de télévision pour les enfants, peut-être les heures, au-delà d'une certaine heure. Parce que parfois, quand tu es couché dans ton lit, il peut zapper, tu ne sais pas ce qu'il a vu. Et c'est ce qui se passe parfois, professeur. Voilà. Je reviens à vous, monsieur Goumlab, et ce sera pour sortir. Vous avez parlé au début de la tolérance du corps éducatif. Est-ce que cela ne conforte pas les enseignants, les bourreaux, les enseignants qui sont les bourreaux? Forcément que ça les conforte. Lorsque je pose un acte malsain, mon administration ne me sanctionne pas, ça me donne le culot encore de revenir vers la victime, dire que tu as vu, me voici, va faire ce que tu veux faire. Donc, ça me donne à moi, le bourreau, plus d'énergie pour écraser davantage la victime. Et malheureusement, c'est un peu ce système de laisser aller, de manque de sanctions qui autorise en fait le bourreau à continuer son œuvre. C'est vrai que j'aurais aimé revenir pour plusieurs éléments qu'elle a évoqués. Résumez en quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais tenter. Il y a la puberté qui était un moment très fort.
c'est le moment où l'adolescent a toutes les potentialités extraordinaires dans sa vie. C'est un moment qui mérite d'être véritablement organisé. Parce que c'est en cette période forte que l'enfant réussit la meilleure période de sa vie. C'est là où il a une énergie extraordinaire pour réussir des choses fabuleuses. Ça veut dire que si pendant cette période, la famille, l'école s'associent mutuellement pour chacun faire sa part, alors je crois qu'on aura un citoyen extraordinaire qui va venir de cette période-là. Voilà qui nous permet de marquer une pause dans cette édition pour prendre notre rubrique mots d'enfant. Et cette semaine, on fait un gros plan sur les hémorroïdes et les explications avec le pédiatre Ngou NS. Il a été rencontré par Cynthia Ngwemo et Dali Biaza. L'hémorroïde chez l'enfant, ça arrive très souvent, parce que, comme vous voyez, il y a une protrusion anale qui ressort au-delà à l'intérieur, ça ressort en enfant. Ok, ça c'est dû aux faiblesses des muscles anal. Ok, l'étanchéité anale, c'est-à-dire que tout ce qui arrête les vaisseaux autour de l'anus ne sont plus assez forts pour contenir. Et pour une raison ou une autre, très souvent en poussant les selles, c'est comme il y a une faiblesse déjà là-bas, ça ressort de l'anus à travers la paroi anale, à travers l'anus. Lorsqu'il y a un faiblesse de la paroi rectale, il peut y avoir des saignements de temps en temps. C'est-à-dire que tu vois un peu de sang. Ok, tu vois un peu de sang de temps en temps. Souvent on peut avoir une douleur, mais tout ça fait pas mal, en général ça fait pas mal. Et puis maintenant, ensuite si ça continue, l'enfant peut vraiment faire les selles, tu vois l'anus qui sort. Pourtant, aussitôt que c'est sorti, que les parents, s'ils ont des gants, ou quelque chose de propre, bien sûr, qui renvoie l'anus et pousse. Ça rentre dans sa position normale. On n'a pas peur ou repousser, ça rentre dans la position normale. Ok? Et puis maintenant, vous allez toujours, c'est très important de consulter le corps médical pour résoudre ça définitivement. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est de bien manger. Déjà, de ne pas être malnutri, c'est-à-dire de bien manger. Ok? Et surtout, prendre beaucoup les légumes dans les fibres, les légumes, les fruits, beaucoup d'eau, parce que les selles ne sont pas trop dures. Il ne faut pas pousser beaucoup pour déféquer, pour faire les selles. Ok? C'est cet effort qu'on fait qui souvent aggrave le problème ou est à l'origine de ce problème. L'éducation commence avec la vie, dit-on souvent. Mesdames, Messieurs, voilà qui nous mène à la deuxième partie de cette émission, le cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir, je suis Madame Hélène, mère de 3 enfants. Je me suis mariée il y a 6 ans avec mon partenaire de longue date. Chacun de nous a eu une vie bien chargée. Je suis venue en mariage avec ma fille aînée. Elle a aujourd'hui 15 ans. Mon mari a divorcé de sa première épouse et vit avec ses 2 garçons. Ensemble, nous avons décidé de fonder une magnifique famille et nous en sommes très heureux. Ce qui m'amène à vous écrire ce soir, c'est un problème qui me brise le cœur. Depuis peu, j'ai constaté un rapprochement entre ma fille et son frère, le fils de mon mari. J'avoue n'avoir rien soupçonné au début. Je pensais au contraire que c'était bien pour l'harmonie de notre famille. Mais mon petit garçon de 4 ans a plusieurs fois lancé que les 2 s'enfermaient en mon absence pendant de longues heures dans la chambre, leur interdisant l'accès. J'ai questionné les 2 qui m'ont rassuré qu'il n'en était rien.
Peu convaincue, j'ai décidé de mener ma propre enquête. C'est ainsi que j'ai pu déverrouiller le téléphone de ma fille, c'est ainsi que j'ai pu découvrir à ma grande surprise qu'ils entretiennent une relation amoureuse depuis bientôt 1 an. J'ai confronté ma fille qui a tout avoué ainsi que mon beau-fils. Je les ai blâmés, ordonné qu'ils mettent un terme à cette histoire. Ils ont promis de le faire. Mon beau-fils m'a supplié de ne rien dire à son père qui risque de le renvoyer chez sa mère. Mais depuis, je ne suis pas tranquille de les voir vivre sous le même toit. Dois-je éloigner ma fille ou en parler avec mon mari qui va, j'en suis sûre, prendre des mesures drastiques contre son fils de 17 ans? J'ai confisqué le portable de ma fille et instruit mon petit garçon de la surveiller. Est-ce suffisant pour leur faire comprendre que c'est une relation contre nature? Suis tout le temps angoissée en train de les épier. Nous sommes une famille pieuse, nous avons tout fait pour qu'ils se voient comme frères et sœurs. J'ignore comment cela est arrivé. Aidez-moi à avoir les idées claires. C'est le cri de cœur d'une dame visiblement bouleversée. Monsieur Goumlab, relation amoureuse entre beaux enfants, comment cela est-il arrivé? Je ne suis pas magicien. En fait... Qu'est-ce qui peut catalyser une telle relation? Je crois d'emblée, on peut percevoir une détresse. Une détresse liée à... La dame peut-être ne le nomme pas, on ne le dit pas clairement, mais on perçoit qu'il y a déjà un gros problème de communication, en fait. Qui est qui? Qui fait quoi? Parce que si on a un mariage précédent, l'autre un mariage précédent, lorsqu'on se met ensemble, il y a un minimum qui se doit, une sorte de table ronde, où on doit un peu clarifier les données. Malheureusement, la plupart du temps, on saute vite ces étapes. Parce que on est pris dans moi et mon époux, dans notre amour. On est dans nous, mais on ne perçoit pas ceux qui sont à côté. Comment eux, ils intègrent cette nouvelle relation-là? Est-ce que ma fille accepte déjà mon conjoint comme potentiellement son père? Est-ce que ses enfants m'acceptent moi potentiellement comme la femme de leur père? Il y a ces éléments généralement qui sont dissipés tout autour, mais sur lesquels malheureusement on ne s'accommode pas, on ne clarifie pas. Et c'est parfois malheureusement à travers des événements de cette nature qu'on se dit « Ah, c'est comme si quelque chose a manqué hier ». Mais généralement, ces éléments de communication, ça ne veut pas dire est-ce que tu as mangé, est-ce que tu es allé à l'école, est-ce que ce n'est pas ça communication. Communication, c'est de dire qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le malaise? Parce que l'acte trahit un malaise au sein de la famille. L'acte trahit un malaise de cette famille recomposée ou reconstituée, je n'en sais. Je ne peux pas me situer là-dessus. Mais ça trahit un malaise qui n'est pas nommément dit. C'est vrai qu'elle a mis l'élément pieuse, peut-être pour écraser le malaise, mais ça, pour autant, ça n'enlève pas autant que le malaise demeure. Le malaise peut se manifester à travers cet élément, peut se manifester, heureusement, elle n'a pas noté ce côté, par une bastonnade, ou alors par des mots d'une certaine nature, comme genre les mots termites, des petits mots insidieux, qui sont dits, allez, tu n'es pas ma mère, tu peux me faire quoi? Ah, tu n'es pas mon père, c'est le mère de ma femme. Tu vois, il y a souvent ce type de relations toxiques, de communication toxique, qui viennent prendre la famille à la racine, mais à la surface, on prie chaque soir, on fait nos litanies, oui. Bon, mais pour autant, la blessure est là, la plaie est là, il faut la soigner. Il ne faut pas fuir la difficulté. Elle a beau mettre des mesures drastiques. Pour autant, on ne vient pas au centre pour parler du nœud. Le nœud, c'est revenir à la base, c'est-à-dire, qu'en est-il de cette nouvelle famille qui s'est constituée? Qu'en est-il? C'est la première question qui va permettre les autres situations. Maintenant, comment ça a pu arriver à ça? Et ça revient à un des éléments qu'on notait dans le sujet précédent. Là, est-ce qu'on est disponible tout le temps pour être là pour surveiller les enfants? On n'a pas à surveiller les enfants de lundi à dimanche, de 0 à 24 heures. On a responsabilisé les enfants pour qu'ils comprennent la difficulté dans laquelle nous-mêmes nous nous trouvons.
pour qu'ils apportent leur contribution à aérer, à donner de la gratification, de la gratitude, de la bienveillance à la situation qui est nôtre. Parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux sur ce qui se passe. Quand une famille est reconstituée ou recomposée, alors ça fait introduire d'autres variables qui n'étaient pas là au départ, sur lesquelles il faut bien l'entendre pour que ce soit plus sain, plus vivial, plus convivial. Sinon, on se voile les yeux, on se ment à soi-même. Et on va droit au mur. Professeur Modestine Kana, la dame, elle est apparemment chamboulée. Elle veut à tout prix éloigner les enfants. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas la bonne solution parce que même quand elle les éloignerait, les enfants là se verront si il n'y a pas eu une communication, si on n'a pas rétabli les choses. Bon, ce que moi je vais dire par rapport à ce type de choses, oui, elle est venue avec sa fille et son époux, un garçon. C'est comme si ça pourrait être le neveu de sa femme, de son époux, bien son cousin, avec sa cousine ou sa nièce. Donc, on ne va pas tirer dessus que c'est parce que la famille est recomposée. Ça, quand on est dans la famille africaine, on ne vit pas forcément avec c'est pas forcément toujours la famille cellulaire. Mais il y a souvent les membres des familles. Et même parmi les enfants, même des parents, c'est-à-dire que les frères et les sœurs du même ventre, comme on peut dire, ça peut arriver. Donc, je pense qu'il faut juste aider les enfants parce que les enfants se sont laissés aller. Mais il faut attirer leur attention, il faut leur parler et parfois même les punir sévèrement pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont dévié. Parce que moi, je prends une histoire comme ça là, dans la Bible. Il y a un certain prophète Élie il était sacrificateur. Et il y avait un autre enfant qui vivait avec lui qui s'appelle Samuel. Mais la mère de Samuel avait prié et l'Éternel lui avait donné l'enfant. Elle est venue laisser l'enfant, mais le petit Samuel grandissait. Il n'a pas fait la même chose que les fils du sacrificateur qui couchaient, la Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes dans le temple et que finalement, ils ont été frappés de mort par l'Éternel. Or, le petit Samuel qui était là n'a pas copié les mêmes habitudes. Pourquoi? Je me dis que le petit Samuel suivait Dieu et suivait son père qui est le prophète. Et certainement que sa maman venait lui prodiguer quelques conseils. Mais Dieu a dit à ce prophète que je vais te punir pour le crime dont tu as connaissance et tu n'as pas agi. Et puis la Bible nous dit même que, excusez-moi de revenir un peu plus, qu'il faut une base à un certain moment pour essayer de justifier ce qu'on dit. Moi je dis il faut punir l'enfant. La Bible dit que celui qui préserve le bâton n'aime pas son enfant. Et la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est la verge de la correction qui l'en éloigne. Ou bien alors instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera même adulte, il ne s'en détournera pas. Donc, nous ne devons pas nous lasser d'instruire les enfants, de communiquer avec les enfants, de parler aux enfants pour leur expliquer comment ils doivent fonctionner. Parce que parfois, les enfants peuvent juste se laisser aller à la légèreté et puis ça devient une habitude. Et puis moi, je pense qu'elle peut en parler à son mari. Je voulais en venir parce que ils doivent d'abord parler ensemble, les parents. Les parents doivent d'abord discuter de ça ensemble avant d'aller devant les enfants, avant de corriger. Mais les enfants, les deux doivent être corrigés, mais pas forcément séparés. Ils doivent être corrigés et puis on doit essayer de les discipliner. Et ça peut aller. Monsieur Goumla, famille recomposée, est-ce qu'il est toujours aisé d'installer une relation fraternelle entre les enfants, c'est-à-dire les enfants des deux partenaires? Avant d'arriver à votre question, je continue un peu dans la lancée de madame. Elle touche un nœud essentiel qui est celui de la collaboration entre les époux. Mais une collaboration où la femme aura un rôle fondamental à jouer pour réguler l'ensemble. C'est-à-dire, si elle va rencontrer son époux et lui dit, n'est-ce pas ton fils A? Alors je crois que là, elle est en train de... Ça va dégénérer. Oh, si elle part peut-être en disant, il y a une histoire que j'ai entendue, j'aimerais avoir un peu ton point de vue dessus. En fait, commencer comme si elle parlait de l'air, comme c'était l'histoire d'un voisin qui vit au fin fond de l'Himalaya. Pour essayer, comment tu verrais ça? Ça, c'est d'abord pour casser, en fait. Pour que quand il est vous, bon,
on ne sait jamais, mais si les choses l'un jour arrivaient peut-être au quartier chez le voisin, toi tu vas voir ça comment? Et là, ça permet de sentir le pouls, en fait, de prendre la température, de savoir sur cette base comment manager. En fait, elle a un grand rôle pour amortir et savoir comment introduire le sujet, parce qu'il faut à tout prix qu'il soit corrigé. Il faut à tout prix qu'il y ait un cadre qui régule. Absolument. Ouais, il faut réguler, parce que sinon, ça devient du n'importe quoi à la suite. Donc, c'est pas aisé, pour revenir à votre question, c'est pas aisé. C'est pas du tout aisé parce que ça fait, je te entends à dire, ça fait des histoires qui doivent se mettre ensemble. C'est plusieurs histoires qui doivent faire une histoire. Et plusieurs histoires qui reposent d'abord sur le chef de famille. Ça veut dire, le chef de famille, en allant vers cette dame, elle dit que c'est une relation qui perdurait. Ça veut dire, comment maintenant ils vont reconstruire la nouvelle relation. S'ils ne parviennent pas à bien tisser ces nœuds-là, parce que les enfants ont un défaut, c'est ils sentent les parents. Et ça ne manque pas. Ils sentent les parents. Jouer comme vous voulez, monter comme vous voulez, ils sentent les parents. Et ils aiment toujours tirer le parent pour son confort. Ça veut dire, ah maman, il n'est pas ça. Hein. Ah, mais on fait en guettant, en vous observant, en fait, pour voir, est-ce que vous êtes faillible à tel endroit? Et quand ils ont repéré votre talon d'Achille, alors ils ne vont pas vous louper là-dessus. Donc la question c'est, si avec votre conjoint ou avec votre conjointe, vous savez bâtir quelque chose de fort, de sain, alors ils perçoivent que si c'est uni entre vous, demain ils perçoivent qu'il y a, comme c'est uni, il y a des choses que, il est mieux que pardon, il est mieux que pardon, pour essayer justement d'harmoniser. Et comme je dis souvent, il faut aider les enfants à être autonomes. Être autonome, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est le rôle des parents justement de les accompagner là-dedans. Monsieur Goumlab, est-ce qu'il ne pourrait pas, ces enfants, récidiver de par l'attrait de l'interdit? Tout va partir, il peut récidiver qu'on fasse X, qu'on fasse Y. Là, en fait, de mon point de vue, là n'est pas le fond. Le fond, c'est au niveau des parents. Comme on dit, on ne fait pas le cœur de l'enfant. On ne fabrique pas le cœur de l'enfant. Mais le parent a l'obligation de donner le meilleur de lui pour que les choses aillent dans le meilleur sens. Ça, c'est son devoir. Maintenant, il peut arriver, comme madame a très bien évoqué en mettant Samuel en avant. Il y a eu les autres, il y a eu lui. Or, il pouvait suivre les autres qui étaient à côté de lui. Donc, on ne fabrique pas le cœur de l'enfant, mais au moins le parent doit ne jamais se lasser d'accompagner l'enfant. S'il faut, comme on dit, la sanction. Il faut sanctionner pour qu'il sache la limite. Il doit comprendre quelle est la limite. À ne pas franchir. C'est sur ce, Monsieur Goumlab, que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci d'être passé sur notre plateau. Professeur Modestine Canard, merci pour votre contribution. Merci Adi, merci pour m'avoir sollicité encore pour que je puisse contribuer pour cette rentrée scolaire et aider les parents à faire quelque chose. Mais si tu permets, je peux résumer rapidement en disant que les parents doivent communiquer, si possible même parler avec les enfants seul à seul, et puis confronter les enfants et essayer d'établir quelque chose à leur dire, parce que si ce n'est pas passé, ça pourrait passer un autre jour, et puis il pourrait avoir d'autres invités à la maison, et puis ça pourrait se passer, il pourrait avoir la famille, les cousins, les neveux, et ça pourrait se passer, ou bien avec nos enfants. Donc en fait, il faut prendre cela avec la maturité pour aider ces enfants. Et si jamais vous trouvez que vos enfants sont dans de telles situations, c'est vrai, la punition, c'est pour permettre qu'ils ne récidivent pas, mais il faut serrer le cœur pour corriger. Et c'est compris, professeur Modestine Canard, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée. On avait Georgette Jimdo à la réalisation, Nicolas Olomotia, il était à la console audio, Daleb Bias, il était à la caméra, Sharifa, elle a assuré le maquillage, Cyril Nansion, la post-production de tous les éléments diffusés dans cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent. Retrouvez la rediffusion de cette émission dimanche à 16h. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, s'il prête à Dieu.